commencer. Bonjour à tous et merci donc de vous joindre à nous en ce samedi matin. Merci aussi au comité organisateur Agile Tour Montréal de nous avoir invités, Ariane et moi-même, pour parler donc du sujet allié UX et Agile. En tant que consultant sur le terrain, on voit au fil des années que la philosophie Agile se répand de plus en plus dans les organisations, puis c'est une très bonne chose. Cependant, on voit que, en fonction des statistiques, notamment du Standish Group, on remarque qu'il n'y a pas de hausse significative des projets TI. Et la raison qui explique ce résultat-là, c'est que les directeurs et les gestionnaires de programmes et de projets répondant à ce sondage-là trouvent que les solutions qu'ils développent sont parfois peu utilisées parce qu'elles répondent peu à un besoin crucial des utilisateurs finaux. Donc cet objectif, allié UX et Agile, visera à vous donner des trucs, astuces, meilleures pratiques à réutiliser dans vos entreprises, dans vos organisations, pour être plus centré sur l'humain et intégrer cette philosophie à la philosophie Agile. Vous remarquerez durant la présentation qu'on va utiliser du vocabulaire et notamment des exemples issus de la méthodologie Scrum, mais la logique d'intégrer du UX et de l'Agile peut s'appliquer, bien entendu, pour tout autre type de méthodologie de la philosophie Agile. On sait que l'Agile, c'est bien plus grand aussi que Scrum, notamment chez Deloitte, on l'intègre dans notre cadre conceptuel et nos grandes étapes de projet qui tournent autour de imaginer, livrer et opérer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir à notre stand virtuel après la présentation pour parler, entre autres, de ce sujet-là, donc Agile UX, mais aussi de tout autre sujet connexe qui rentrerait dans notre catalogue et offre de services de Deloitte. Je vais maintenant laisser la parole à Ariane pour définir qu'est-ce qu'on entend par la conception centrée sur l'humain et quels sont les responsables UX que vous devriez penser, réfléchir à intégrer dans vos équipes agiles. Parfait, merci Romain. Donc, afin d'allier vraiment le UX et l'agilité, il est important de revoir un peu les 4 principes directeurs de la philosophie centrée, de la conception centrée sur l'humain qui s'intègre à la philosophie agile. Donc, d'abord, on a la collaboration. Donc, collaborer avec un groupe qui est diversifié, ça va vraiment permettre d'introduire des points de vue qui vont être différents. Ça va permettre de faire réfléchir les équipes de manière approfondie et critique aux différentes solutions qu'on va avoir. Donc, on va, entre autres, parler de comment construire une équipe qui va vraiment permettre d'avoir une collaboration de ce genre. Ensuite, avoir de l'empathie, ça va être de réfléchir, de discuter, puis d'analyser l'utilisateur final vraiment tout au long du processus et de vraiment se mettre à la place de l'utilisateur afin de bien identifier les risques qu'on va avoir, les lacunes et les mauvaises interprétations qu'on pourrait avoir à cause de nos biais. Donc, on va vraiment voir comment intégrer également le UX tout au long du cycle agile spécifiquement. La troisième, c'est vraiment avoir une mentalité de questionnement. Donc, de commencer par des questions plutôt que par des réponses, vraiment pour intégrer l'expertise des utilisateurs finaux, puisque c'est pour eux qu'on essaie de développer nos solutions et de vraiment répondre à leurs besoins. Le dernier point, c'est vraiment important de commencer avec l'échec comme technique d'apprentissage. Donc, faire de l'expérimentation, ça va permettre de mettre en lumière vraiment des paramètres, des contraintes de projet, ça va nous permettre de corriger nos biais, nos hypothèses et de corriger nos solutions vraiment pour bien répondre aux besoins. Donc, le but ici, ça va être non seulement d'être capable de build the right thing, mais de build the thing right. Donc, vraiment d'allier le UX et l'agilité. Donc, comme j'expliquais, c'est vraiment important de collaborer ensemble avec un groupe qui va être diversifié pour introduire différents points de vue. Donc, pour ce faire, on va vraiment introduire 3 nouveaux rôles dans l'équipe qui vont vraiment s'intégrer à l'équipe agile. Donc, le premier rôle, ça va être le rôle du designer UX. Donc, lui, il va se concentrer sur l'expérience de l'utilisateur au niveau du design de la solution globale. Donc, ça va être à lui de concevoir des maquettes, des prototypes pour vraiment démontrer sa vision à l'équipe de développement et à toute l'équipe qui fait partie du groupe agile. Ensuite, on va avoir le chercheur UX. Donc, lui, son rôle, ça va être de s'assurer que la solution va être testée sur les utilisateurs, tant au début d'un projet qu'à la fin d'un projet, et vraiment de s'assurer que c'est cohérent au niveau du marché, au niveau des différentes solutions qu'on peut avoir dans une entreprise. Donc, le but, ça va être vraiment de comprendre et de véhiculer les besoins des utilisateurs à travers la recherche. Donc, on peut sembler que le rôle du chercheur, on peut voir que le rôle du chercheur et le rôle du product owner peuvent avoir un petit peu des rôles similaires. Toutefois, ce qu'on trouve, c'est que la différence principale, c'est que le product owner va représenter l'utilité de la solution, donc les besoins fonctionnels et les besoins d'affaires, tandis que le chercheur va vraiment représenter l'utilisabilité de la solution. Donc, ça va être vraiment sur l'expérience du client avec le produit. Notre troisième rôle qu'on introduit, c'est le rôle du stratège UX. Donc, lui, son rôle, ça va être
de s'assurer que la stratégie générale de l'entreprise, la stratégie générale du design va vraiment s'aligner avec l'équipe, donc va vraiment s'intégrer au sein de la philosophie, de la mentalité du design centré sur l'humain. Donc, c'est vraiment lui qui va être imputable de la satisfaction générale du client à travers les différentes solutions et à travers, par exemple, le projet que l'équipe a travaillé. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur le rôle du designer et du chercheur UX parce que c'est des rôles qui sont plus opérationnels et c'est vraiment le but, c'est de vous donner des outils que vous allez pouvoir rechercher après pour l'utiliser dans vos entreprises. Donc, comment vraiment intégrer ces nouveaux rôles-là à travers une équipe traditionnelle agile? L'idée ici, c'est qu'on veut vraiment que nos équipes travaillent à répondre à des points de friction des utilisateurs. Donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment un parcours utilisateur et on veut vraiment que nos équipes s'alignent au niveau du parcours utilisateur pour répondre aux besoins. Donc, la recherche va nous permettre de découvrir quels sont les points de friction des utilisateurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner nos différents pods d'équipe pour répondre à chacun des points de friction qu'on va avoir. Donc, dans chacun des pods, on va avoir, par exemple, notre premier rôle qu'on expliquait tantôt, le designer UX va vraiment faire partie du pod et il va faire partie de l'équipe. Donc, il va prototyper, il va designer, il va développer avec l'équipe, il va vraiment faire partie de tout le processus. Le deuxième rôle, c'était le rôle du chercheur UX. Donc, le rôle du chercheur UX peut avoir une vue un petit peu plus holistique. Donc, lui, il va pouvoir faire la recherche tant au niveau de par pod qu'au niveau transversal à travers les pods pour vraiment s'assurer que l'expérience est similaire dans les différents pods et qu'on a un alignement au niveau de la solution complète. Donc, vraiment intégrer les experts UX au sein des équipes, ça va permettre à l'équipe d'adopter une certaine empathie vraiment tout au long. Donc, ça va permettre de vraiment donner cet aspect d'empathie-là au sein des équipes, puis de vraiment se mettre à la place des utilisateurs finaux. Donc, maintenant qu'on sait comment les experts UX sont intégrés directement dans les pods, on va regarder réellement quels sont les rôles qui vont jouer au sein d'un sprint agile. Oui, et sur ce sujet-là, en fait, l'idée, c'est d'intégrer donc ces fameux designers et chercheurs UX au sein du cycle agile qu'on connaît. Typiquement, c'est plutôt le chercheur qui va agir. C'est lui qui va développer les intrants, puis offrir ces intrants comme documentation, comme par exemple des parcours d'expérience, des parcours consommateurs, des parcours utilisateurs et des personas pour cibler notre clientèle d'un point de vue conception. Après, ce chercheur UX-là, notamment dans des ateliers comme les Design Sprints, va commencer à monter des maquettes à basse fidélité. Et c'est cette transition-là que le chercheur va avoir avec le designer, parce qu'à ce moment-là, c'est le designer qui va reprendre la main pour faire des maquettes à haute fidélité cette fois, même des prototypes interactifs, et qui va s'intégrer au stand-up quotidien et vraiment au quotidien du sprint pour accompagner les développeurs et s'assurer que la maquette qu'il a développée, d'un point de vue utilité et utilisabilité, soit bien alignée avec la solution future. Et puis finalement, une fois le sprint terminé, là, c'est le chercheur UX qui va reprendre la main pour tester, faire un test utilisateur sur la solution finale. Donc maintenant qu'on a eu la vue au niveau du cycle agile, on va voir un peu comment ces designers et chercheurs UX s'intègrent aux cérémonies, aux événements de l'approche agile. Notamment dans le raffinement du backlog. C'est une opportunité pour l'équipe UX en général de concevoir des maquettes et de développer une documentation visuelle qui va accompagner et guider le travail des développeurs. Durant la planification du sprint, c'est l'opportunité pour l'équipe UX de présenter et expliquer ces maquettes-là aux développeurs, répondre aux questions, puis encore une fois, s'assurer que cette documentation visuelle-là est bien comprise. Durant le stand-up quotidien, c'est l'opportunité de faire un suivi, accompagner, répondre aux questions, puis vraiment agir comme soutien des développeurs pour finalement arriver à la revue du sprint où là, l'équipe, tant le designer que le chercheur UX, de par sa connaissance, vont agir comme porte-parole des utilisateurs. Donc, c'est l'occasion de faire un premier audit et de voir si ça répond bien aux fameux points de friction que Ariane vous expliquait plus tôt. Et finalement, durant la rétrospective, c'est l'opportunité, notamment pour le chercheur UX, de reprendre la main encore une fois et de présenter les apprentissages collectés suite au test utilisateur. Donc vraiment, non pas d'un point de vue de eux en tant que designers et chercheurs, mais vraiment du point de vue de l'utilisateur final, du feedback collecté, du comportement analysé durant cette interaction avec ce produit-là. Le grand défi dans intégrer Agile et UX, c'est de s'assurer que le UX ne soit pas vu comme une charge de travail supplémentaire qui vienne finalement réduire l'efficience qu'on s'attend à avoir avec la philosophie Agile. Et puis malheureusement, c'est quelque chose qu'on doit
faire face actuellement, c'est que les gens pensent que c'est un livrable supplémentaire, ça prend du temps, ça prend des ressources, donc automatiquement, comme c'est difficile, le défi est de taille, on omet le UX. Une des réponses pour répondre à cette problématique-là, ça va être de s'assurer que l'équipe fonctionnelle, l'équipe de design, a eux aussi une séquence de sprint bien appropriée, comme là, et comme vous le savez, l'équipe de développement. Et en fait, la clé dans cette problématique, c'est de s'assurer que l'équipe fonctionnelle et l'équipe de design aient des sprints qui soient toujours séquencés, faits en parallèle de ceux de l'équipe de développement et toujours en amont. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'un sprint avant, ou peut-être même 2 sprints avant, le designer UX va avoir les mêmes user stories, les mêmes récits utilisateurs que les développeurs vont avoir, mais 2 sprints ou 1 sprint après, pour s'assurer d'avoir le temps de, premièrement, monter le prototype, deuxièmement, le tester, analyser les résultats et de s'assurer de monter une documentation la plus fiable et représentative possible pour qu'une fois que l'équipe de développement va rentrer en jeu, les développeurs vont avoir tout en main et ils vont s'assurer surtout de développer la bonne chose et de la bonne manière. Donc, un exemple illustratif qu'on a utilisé et que Ariane va pouvoir expliquer un peu plus tôt, c'est durant l'implantation de Salesforce. Nous, en tant que firme de consultation, on est amené à implanter Salesforce puisqu'on fait, nos équipes UX, c'est qu'un sprint, 2 sprints avant, on conçoit des prototypes sur notamment Avoni Creator, qui est un outil de prototypage spécifiquement pour Salesforce. Et on développe, on design, on conçoit et on teste ces récits utilisateurs avant qu'ils rentrent dans le backlog de l'équipe de développement. Donc, qui dit sprint dit backlog, et Ariane va pouvoir un peu vous expliquer comment ces backlogs-là vont être intégrés et arrimés entre ceux de l'équipe de UX et ceux de l'équipe de développement. Oui, donc afin d'assurer vraiment la collaboration puis le partage d'informations qui va être le plus optimal, comme Romain disait, ça peut être des fois compliqué. On veut vraiment être capable de les intégrer ensemble. Donc, il est important de bien définir la manière dont on va gérer les backlogs. Donc, Romain expliquait, l'exemple qu'il disait, ça se retrouve dans le premier exemple de backlog qu'on peut avoir, et c'est d'avoir des backlogs qui vont être distincts. Donc, ça va être de maintenir un backlog pour le UX, par exemple, et un backlog pour l'équipe de développement. Donc, à ce niveau-là, on va voir que le definition of done ne va pas être impacté par les tâches de l'équipe UX. Puis, ça va être en général un modèle qui va nécessiter quand même beaucoup de communication et beaucoup de discipline entre les équipes pour bien communiquer ensemble. Mais ça va être une méthode qui va être idéale où le UX va être fait en amont ou quand le UX va avoir des tâches qui sont peut-être plus longues que ceux de l'équipe de développement. Donc, on ne veut pas que ça ralentisse l'équipe. Donc, ça va être aussi où ce que le plus recommandé pour des entreprises où le niveau de la maturité de l'équipe UX est un petit peu plus limité. Le deuxième, ça va être un backlog qui va être arrimé. Donc, ça va être avoir un seul backlog, mais avec des items qui vont être différents, donc séparés au niveau du backlog. Donc, on va avoir un item pour le UX, un item pour l'équipe de développement. Donc, ça va permettre au product owner d'avoir vraiment une vue holistique sur tous les items que l'équipe doit avoir. Mais encore une fois, le definition of done ne va pas être impacté à ce niveau-là. Puis, le niveau de maturité, on estime que c'est un petit peu plus un niveau moyen pour l'équipe UX. La troisième façon, c'est d'avoir un backlog qui va être intégré. Donc, ça va être un seul backlog avec des systèmes qui vont être séparés par tâches. Donc, il va y avoir des tâches qui vont être désignées à l'équipe UX, des tâches désignées à l'équipe de développement, à l'équipe de qualité. Donc, si vraiment le UX rentre dans le definition of done, et ça va être une méthode qui va fonctionner quand la conception, comme on disait, ça peut être peut-être plus rapide et ça peut être fait en même temps parce qu'on ne veut pas que l'équipe de UX doit ralentir toute l'équipe de développement et empêche le reste de l'équipe à progresser. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut. Donc, il faut vraiment choisir les différents types le type de backlog selon le type de projet, selon l'équipe, et vraiment pour s'assurer d'avoir le meilleur résultat en alignant le UX et l'agilité ensemble. Ensuite, on va regarder rapidement quelques outils qu'on peut utiliser parce que, comme on disait, le but, c'est de vraiment diminuer le temps de travail du UX. Donc, on utilise plusieurs outils au quotidien dans notre travail. Il y a plusieurs outils qui existent sur le marché qui permettent de faciliter cette intégration-là. Puis, ça va être des outils qui vont être low-code ou no-code. Donc, on va avoir des outils qui vont, par exemple, permettre de prototyper en low-code. Donc, faire des prototypes qui vont être rapides, faire un premier ébauche design en construisant un code de programmation qui va être réutilisable pour les équipes de développement. Donc, on a des outils comme Proto ou Figma qui vont permettre de faire ça. Ensuite, on a des outils qui vont permettre de réutiliser le design system.
Ça, c'est super intéressant parce que c'est des outils qu'on va permettre, par exemple, à Vonnie, comme Romain l'expliquait, ça va être un outil qui va avoir le design system de Salesforce déjà intégré dans l'outil. Donc, ça va permettre de seulement juste réutiliser le design system, de faire des prototypes de haute fidélité super rapidement. Et on va avoir d'autres outils comme Abstract, que quand on veut créer notre propre design system ou on a notre propre design system dans notre entreprise, on peut l'intégrer dans cet outil-là et réutiliser pour faire tous nos prototypes et s'assurer qu'on a quelque chose de haute fidélité rapidement. Ensuite, le troisième, c'est vraiment d'avoir des outils qui vont permettre de centraliser les apprentissages issus des recherches et des tests utilisateurs, qui vont vraiment permettre d'agir en tant qu'intrant à la conception, à nos designs, etc. Donc, on va avoir des outils comme Airtable ou Optimal Workshop qui vont juste faciliter la vie des chercheurs, qui vont permettre de tout consolider à la même place. Donc, tous ces outils-là vont vraiment permettre de faciliter l'arrimage entre l'équipe UX et l'équipe Agile et va permettre un succès entre ces deux équipes-là. Donc, après avoir eu l'occasion d'intégrer ces meilleures pratiques, trucs et astuces dans le cadre de nos projets, mandats ou après l'avoir vu finalement dans l'industrie, on voit des bénéfices qui commencent à émerger. Donc, le fait d'intégrer ces rôles que Ariane nous présentait, d'utiliser ces outils, puis de développer une manière d'intégrer différents backlogs, ça permet de capter 3 types de bénéfices très tangibles. Le premier, c'est au niveau du nombre d'erreurs et des coûts de développement. Le fait d'intégrer des experts UX dès le début du projet ou du programme, dans la vision du produit, dans les déploiements, ça va permettre d'anticiper les problématiques et donc de réduire concrètement les charges et les coûts reliés au développement ou à la résolution d'erreurs qui pourraient survenir après le déploiement. Le deuxième type de bénéfice, c'est au niveau de la productivité. Aussi, quelque chose de très tangible, très financier, le fait de concevoir et tester sur des prototypes en amont, de partir en développement, ça permet d'assurer une meilleure efficience des processus et une productivité, notamment de l'équipe de développement qui va concevoir la bonne chose de la bonne manière parce que ça a déjà été testé au préalable. Et finalement, un autre bénéfice très tangible, c'est au niveau de la satisfaction tant des clients que des employés. Le fait de développer ce processus-là de co-création avec le client et avec les employés qui font partie des tests utilisateurs, qui captent le feedback de nos utilisateurs, ça permet d'augmenter la satisfaction tant du client que des employés. Et les employés, c'est super important parce que les employés ont vraiment une vue sur la valeur ajoutée qu'ils apportent sur le projet. Ils voient concrètement comment les utilisateurs vont utiliser potentiellement cette solution. Donc, bien entendu, le taux de rétention des employés est touché et eux sont beaucoup plus satisfaits de faire partie de ce projet-là. Donc voilà, ça met un terme à notre présentation. On espère que ça a été le plus pratico-pratique, que ça vous a donné des trucs, astuces pour intégrer de l'agilité, du UX dans l'agilité. N'hésitez pas, il nous reste quelques secondes pour répondre à vos questions. Sinon, je vais vous inviter à rester dans la salle parce que mon collègue Olivier va nous présenter un sujet très similaire à cette présentation. Et puis sinon, venez au hall des partenaires pour nous rencontrer à la table de Deloitte. On sera là pour discuter de ce sujet-là, d'autres sujets et répondre à vos questions.